Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Nous fêtons cette année les 100 ans du nationalisme algérien, mes amis. Vous avez bien entendu, il y a 100 ans naissait la première organisation, l'organisation embryonnaire de ce que serait le nationalisme algérien, mes amis, une organisation que bien souvent on a tendance à oublier. Il y a 100 ans, en 1926, naissait l'Étoile nord-africaine. Dans sa première fondation, elle date de 1926, elle sera dirigée par un homme qui a marqué le nationalisme algérien, par monsieur Ahmed Mesli, ou mieux appelé Messali Hadj, mes amis. Alors nous allons parler de ces 100 ans du nationalisme algérien, de ces 100 ans de cette étoile nord-africaine aux caractéristiques bien particulières. Et aujourd'hui, on commence un nouveau format. S'il vous intéresse et s'il vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous rejoindre les 74 000 personnes qui me soutiennent désormais en vous abonnant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur le petit pouce vers le haut, mais également en laissant un commentaire et même, mes amis, osez cliquer sur la cloche, la fameuse cloche qui vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Mes amis, nous allons commencer directement dans le sujet. Vous le savez, je n'aime pas beaucoup le blabla. Et vous le connaissez, ce symbole. Ce symbole, alors non, ce n'est pas l'ENA, l'École nationale d'administration, enfin feu l'ENA, puisqu'elle a été remplacée par l'INSP. Non, il s'agit de l'étoile nord-africaine. Vous reconnaissez ce croissant, alors cette fois-ci de manière horizontale, on l'a retrouvé dans certains drapeaux du nationalisme algérien, mais c'est ce croissant et cette étoile qui vient compléter finalement ce que sont les deux grands symboles aujourd'hui du drapeau algérien et de quelques autres drapeaux également de pays musulmans. Mes amis, l'étoile nord-africaine, vous la voyez ici, on va en parler aujourd'hui parce que je pense que l'histoire est la base de toute la politique et également des relations internationales. C'est pourquoi je fais plus de relations internationales que de géopolitique. La géopolitique, c'est là de la géographie en vérité, alors que moi, je vous parle de relations internationales, donc c'est plutôt fondé sur l'histoire. Et l'étoile nord-africaine, c'est une grande page de l'histoire algérienne et j'ai même envie de vous dire de l'histoire de la relation franco-algérienne, parce que le lieu de fondation de l'étoile nord-africaine, ça reste la France, ça reste Paris. Pourquoi? Parce que l'étoile nord-africaine, on va en parler, a été fondée en juin 1926. Il regroupait à l'époque essentiellement des travailleurs immigrés venant d'Algérie, venant également du Maroc et de Tunisie, parce que cette étoile nord-africaine ne s'appelle pas l'étoile algérienne, elle s'appelle l'étoile nord-africaine. Alors évidemment, elle est constituée essentiellement d'Algériens, je dirais même à cette époque-là essentiellement de Kabyles d'Algérie, parce que c'était les principales forces productives qui venaient migrer vers la France pour travailler dans les usines et dans tous les métiers compliqués qu'il y avait autour de la capitale. L'étoile nord-africaine accepte néanmoins des Marocains, des Tunisiens. Et dans cette même union, on voit naître déjà une idée d'un Maghreb uni. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment chez Messali Hadj, personnage dont nous allons reparler. L'étoile nord-africaine, fondée en 1926, est déjà très marquée par une certaine idéologie. Alors, son premier président, vous le voyez ici, son premier président, on l'oublie souvent, Abdelkader Hadj Ali. Qui est Abdelkader Hadj Ali? C'est un membre du Parti communiste français. Il faut comprendre que le Parti communiste français est un parti anticolonial, particulièrement anticolonial, peut-être un peu moins au début, dans les années 1920, parce que son objectif à l'époque, c'est surtout la révolution prolétarienne, sans prendre en compte la question nationale. C'est la révolution des ouvriers, c'est celle de ce petit peuple qui se fait marcher dessus par le capitalisme international. Et Abdelkader Hadj Ali rejoint le Parti communiste et il fonde à l'intérieur de ce Parti communiste l'étoile nord-africaine, qui en vérité appartient à une autre organisation qui s'appelle l'Union intercoloniale. Cette union intercoloniale va donner lieu à de grands hommes de l'histoire, non pas uniquement de France, non pas uniquement d'Europe, mais aussi du monde, puisqu'on y retrouve Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, le grand leader communiste qui libérera l'Indochine en 1954, ce qui donnera quelques idées aux Algériens de dire regardez, ces Indochinois ont réussi à se défaire de la soumission du joug français, eh bien nous aussi, nous pouvons le faire. Et mes amis, ça a été quelque chose d'extrêmement important, la guerre d'Indochine, on l'oublie. Et c'est peut-être ce qui justifie la grande amitié, aujourd'hui encore, entre le Vietnam et l'Algérie, parce que le Vietnam s'est libéré du joug français, comme l'a fait également le peuple algérien. Abdelkader Hadj Ali est donc plutôt lié à ce parti communiste qui tend petit à petit, dans les années 20, à la demande du maréchal Staline, à oublier
la question de la décolonisation pour faire primer au-dessus de cette question de la décolonisation la question de la révolution prolétarienne. Et donc on oublie petit à petit l'idée de libération nationale qui pourtant commence à véritablement imprégner cette étoile nord-africaine et tous ces travailleurs nord-africains qui sont à Paris. Et ça, c'est le premier président de l'étoile nord-africaine. C'est la première monture, si je puis dire, de l'étoile nord-africaine de 1926 à 1933. En tant que président d'honneur de cette étoile nord-africaine, il y a un homme que vous connaissez très certainement qu'on appelle l'émir Kader. Alors, qui est l'émir Kader? C'est donc Khaled, pardon, l'émir Kader, je dis n'importe quoi, l'émir Khaled, excusez-moi, qui est le petit-fils de Abdelkader. Voilà, bon, c'est compliqué aujourd'hui. Et qui est également le fils de l'émir El Hashmi. Alors, Khaled El-Hassani Ben El-Hashmi, c'est un homme extrêmement important. À cette époque-là, lorsqu'il est dans l'étoile nord-africaine, il joue un peu le rôle du grand leader du nationalisme algérien. Alors, comme son grand-père, il reçoit la Légion d'honneur, il a participé à la Première Guerre mondiale, et à la sortie de cette Première Guerre mondiale, il adresse une lettre en tant que finalement militant des droits des colonisés en Algérie, il adresse une lettre pas n'importe qui. Il adresse une lettre à Woodrow Wilson. Alors, qui est Woodrow Wilson? C'est le président américain qui vient de dicter très clairement les termes de la paix entre la France et l'Allemagne en 1918 à la sortie de la Première Guerre mondiale. Woodrow Wilson dit vous êtes obligés de faire la paix comme ça, comme ça, comme ça, et vous allez prévoir une organisation qui va s'appeler la Société des Nations, organisation qui a pour but, comme aujourd'hui l'ONU, de permettre la sécurité collective. Que fait le petit-fils de l'émir Abdelkader? L'émir nous propose une lettre directement adressée au président Woodrow Wilson, et j'aimerais simplement vous lire la conclusion. Cette lettre qu'il adresse au président américain Woodrow Wilson, il dit... Évidemment, il parle de la pauvreté des Algériens, il parle de l'oppression des Algériens, et il rajoute malgré cela, nous venons au nom de nos compatriotes faire appel au noble sentiment de l'honorable président de la libre Amérique. N'oubliez pas que les États-Unis, à l'époque, c'est une nation assez jeune, mine de rien, elle s'est libérée du joug britannique à la fin du XVIIIe siècle, et donc les Américains sont plutôt très anticolonialistes. Très, très anticolonialistes. D'ailleurs, même dans les conflits de la France, par exemple en Indochine, ils tardent beaucoup à soutenir la France contre les Vietnamiens et contre les Indochinois qui essayent de se libérer. En vérité, les Américains sont très anticoloniaux, ce qui expliquera en partie leur point de vue en 1956 avec la crise du canal de Suez, où ils auront une tendance à dire plutôt nous n'intervenons pas dans ce conflit et nous ne soutiendrons pas les belligérants dans ce conflit. Que nous dit ici l'émir? Il nous dit « Nous demandons l'envoi de délégués choisis librement par nous, donc par nous, c'est-à-dire par les Algériens, pour décider de notre sort futur sous l'égide de la Société des Nations. » Il veut envoyer des délégués algériens à la Société des Nations, donc cette fameuse ONU, pour représenter l'Algérie. Et là, vous comprenez déjà que l'intérêt de cet homme, l'intérêt de l'émir Khaled, c'est d'essayer de faire de la question algérienne une question de politique internationale et de droit international, à une époque où le principal leitmotiv de l'Europe, c'est le principe d'autodétermination des peuples, de libre administration des peuples, du choix libre et éclairé de ces peuples de choisir la structure qu'ils préfèrent. Un empire, une nation, une indépendance. Et il y a plein de peuples qui vont apparaître, puisque ça va être le désossement avec le traité de Sèvres, ça va être le désossement de l'Empire ottoman, ça va être le désossement de l'Empire allemand, ça va être le désossement de l'Autriche-Hongrie, le fameux royaume de Sissi. Il tombe, il est détruit, et on donne un petit bout et on crée une petite Autriche, et puis on crée une petite Hongrie, et puis on crée une petite Roumanie, et tout un tas de subdivision même des Balkans, qui vont donner lieu d'ailleurs plus tard à ce qu'on verra comme conflit durant la guerre de Yougoslavie. Donc, vous avez dans cette Europe qui est en train de se redessiner, un émir Khaled qui pense bien et qui se dit tiens, je vais envoyer une lettre à Woodrow Wilson pour lui dire nous aussi les Algériens, nous voulons avoir le droit de nous autodéterminer. Et ça, mes amis, c'est précurseur. Parce que la guerre d'Algérie, elle va se gagner sur le terrain, mais elle va aussi se gagner dans les cœurs au niveau international. Et donc, l'émir Khaled, il a 40 ans d'avance, 50 ans d'avance. C'est un précurseur. Cet homme-là sera le président d'honneur, donc de l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, surtout, elle nous vient de Ahmed Mesli, qu'on appelle Messali pour faciliter. Messali Hadj, que vous voyez ici. Messali Hadj, il sera le président de la deuxième monture
de l'étoile nord-africaine, la glorieuse étoile nord-africaine. Il en sera donc le deuxième président et dans ce cadre-là, il va revoir totalement son lien, notamment avec le Parti communiste français. Alors, revenons sur quelques petits éléments biographiques. Hein. Qui est Messali Hadj? Messali Hadj, c'est un homme de Tlemcen, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, dans la glorieuse étoile nord-africaine, on retrouvera beaucoup de Kabyles. Mais Messali Hadj, lui, il est de Tlemcen. Du côté de son père, je crois me rappeler qu'ils sont plutôt du côté de Oujda, d'accord? Donc, c'est-à-dire au Maroc. Et ça pourra peut-être inspirer Messali Hadj dans cette orientation très unificatrice du Maghreb, à une époque où on est en pleine guerre du Rif. La fameuse guerre du Rif, où Abdelkrim proclame une république du Rif face aux Français et aux Espagnols, dans une guerre qui va être terrible, une guerre d'oppression terrible, avec des pertes, et je le dis en tant qu'Espagnol, où le petit peuple espagnol est envoyé au charnier pour soutenir les intérêts de la grande oligarchie espagnole, et notamment de l'aristocratie espagnole. Et d'ailleurs, guerre du Rif qui donnera ses premières couronnes de laurier au général Franco avant qu'il ne puisse faire son coup d'État en 1936. Cette guerre du Rif, du coup, vous avez beaucoup de débats au sein de l'étoile nord-africaine et qui est en fait un soutien unanime vis-à-vis de la République du Rif contre les puissances oppressantes, les puissances coloniales. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce côté un peu de Oujda, en fait, qui amène Messali Hadj à s'intéresser à cela. Alors, l'étoile nord-africaine, elle est très largement algérienne, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi à l'intérieur d'autres nations. Alors, évidemment, la deuxième monture de l'étoile nord-africaine, elle sera quasiment uniquement algérienne. D'accord? Quasiment uniquement. Mais Messali Hadj, c'est le fils du côté de son père, c'est un fils de cordonnier. Du côté de sa mère, il vient d'une famille de cadis, donc de juges musulmans. Et donc, c'est un homme qui est pétri de différentes orientations idéologiques. D'un côté, Messali Hadj, il adhère au Parti communiste français en 1925 de mémoire. Et donc, il est très proche de ce discours révolutionnaire, de ce discours prolétaire, d'accord, qui est très important pour lui. D'un autre côté, il est pétri de la culture musulmane. Et donc, d'un terreau, on va dire, culturel très différent de là où est né le marxisme. Mais en plus de ça, on est en pleine période d'émergence de Atatürk en Turquie, de Mustafa Kemal. Et donc, il est imprégné aussi de cette logique de Mustafa Kemal et de ce nationalisme qui peut surgir. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment entre plusieurs mondes. Messali Hadj, lui, va faire le choix de rompre avec le Parti communiste français. Pourquoi va-t-il rompre? Je vous l'ai dit, il était quand même très imprégné. Bon, contrairement à l'ancienne direction de l'étoile nord-africaine, la nouvelle direction de Messali Hadj dit: vous êtes en train de vous bolcheviser, vous êtes en train de nous parler de lutte prolétarienne, mais vous êtes en train d'oublier notre principal objectif à nous, qui est l'indépendance, qui est pour certains l'autonomie, pour d'autres l'indépendance. On parle déjà d'indépendance dans les cercles de l'étoile nord-africaine à cette époque-là. Donc, c'est-à-dire au moins l'autodétermination. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. L'étoile nord-africaine donc rompt avec le Parti communiste français. Il faut savoir qu'elle est dissoute en 1929, cette étoile nord-africaine. Et c'est en 1933 que Messali Hadj est véritablement le grand patron de l'étoile nord-africaine. J'ai envie de vous dire, donc cette deuxième monture de l'étoile nord-africaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas connu avant. Il était connu notamment pour ses discours, alors je ne sais pas où je les ai mis, mais pour son discours notamment au Congrès de Bruxelles de 1927. Il est déjà un des grands orateurs de l'étoile nord-africaine, bien avant 1933, d'accord? Mais c'est à partir de 1933 où véritablement il s'impose. Alors, cette étoile nord-africaine, vous me direz, quel intérêt? Quel intérêt? Alors, l'étoile nord-africaine, il faut savoir qu'elle est dissoute une première fois en 1929, et elle est dissoute une seconde fois en 1937. Par qui? Par la gauche. Par le Front populaire. Et oui, hein, vous le savez, Léon Blum, le parti radical de Daladier et le parti communiste. C'est donc le Front populaire qui dissout l'étoile nord-africaine en 1937. C'est la deuxième dissolution de l'étoile nord-africaine. Donc par la gauche, hein, voilà, puisque souvent on accuse la droite d'être particulièrement anti-algérienne, bah, bien souvent ça a été la gauche hein, au XXe siècle, hein, les Mitterrand qui guillotinent, hein, les Fronts populaires qui dissolvent, eh bien ce n'était pas la gauche.
Ce qui est intéressant avec la personne de Messali Hadj, c'est qu'il va se marier avec une femme qui s'appelle Émilie Buscan. On reviendra sur le rôle peut-être de Émilie Buscan dans d'autres vidéos. Et en fait, Messali Hadj est une incongruité de l'histoire. Au-delà de son attachement idéologique à plusieurs mouvements qui sont quand même assez différents, il y a un côté religieux, il y a un côté laïque de Mustafa Kemal, puis un côté communiste. Mis à part tout cela, il est aussi un rescapé de l'histoire. Il a 20 ans en 1918, ce qui aurait très bien pu le faire rentrer dans l'armée durant la Première Guerre mondiale. Il arrive à y échapper, c'est plutôt heureux, en tout cas pour le destin de l'Algérie, parce que sans Messali Hadj, qu'en aurait-il été de l'indépendance algérienne? Mais en plus de ça, c'est un homme qui finalement a une relation particulière à la France. Il va vivre en France pendant pas mal d'années. Il va être protégé par une famille française qui va l'héberger, qui est donc la famille Couetou, qui est une famille de protestants français très proches du peuple, un médecin qui va soigner un peu la veuve et l'orphelin. Et finalement, ce médecin va décéder. Sa femme, Madame Couetou, va créer une pension à Paris. Et c'est dans cette pension à Paris que Messali Hadj, Ahmed Mesli, va donc rencontrer Émilie Buscan. Et donc, il a une relation à la France qui est intéressante, parce que, certes, il veut son indépendance. Certes, il est très clair qu'il défend sa cause nationale algérienne, mais il a un lien très fort aussi avec la France, et j'ai envie de vous dire, si fort qu'il finit par épouser une Française. Et qu'il avait déjà fait une première demande de mariage dans le passé à une autre femme qui était, elle aussi, lorsqu'il était à Bordeaux, française. C'est très intéressant, cette personnalité de Messali Hadj, qui est un personnage central. Alors, revenons maintenant à cette étoile nord-africaine. Elle est dissoute en 1937. Par qui? Par le Front populaire. Quelques mois plus tard naît le Parti du peuple algérien. Et ça, c'est une autre histoire, mes amis, que nous essaierons d'aborder pour le futur. Mais, question. Pourquoi est-ce que l'étoile nord-africaine est-elle aussi importante? Pourquoi est-elle importante? Eh bien parce que l'étoile nord-africaine, ça va être une école de cadres. Vous allez avoir tout un tas de responsables politiques futurs qui vont venir de cette étoile nord-africaine. Et donc c'est le terreau fertile duquel va naître eh bien, tout un mouvement nationaliste algérien qui finira évidemment avec le Front de libération nationale. Mais l'étoile nord-africaine, c'est le début. Alors, qui est-ce qu'on a eu comme grande figure de l'étoile nord-africaine? Mohamed Khidr. Mohamed Khidr, cet homme qui en plus était le beau-frère de mémoire de Hosni Ahmed. Mohamed Khidr, qui d'ailleurs va être assassiné dans des circonstances très troubles à Madrid en 1967. Mais c'est un grand homme de la libération algérienne. Alors, lui, il n'est pas, parce que je vous ai parlé de Hosni Ahmed, tout à l'heure, je vous parlais des Kabyles dans l'étoile nord-africaine. Mohamed Khidr n'est pas du tout kabyle, il est biskri, d'accord? Mais vous voyez que vous avez quand même une diversité. Messali Hadj qui est de Tlemcen, Mohamed Khidr qui est de Biskra. Alors, ne voyez pas dans ma manière de distinguer les gens selon leur région comme un soutien à quelconque indépendantisme, hein, par pitié, pas à moi, s'il vous plaît. Mais vous avez ici une école de cadres qui est l'étoile nord-africaine et ensuite le Parti du peuple algérien qui va être particulièrement importante. Vous avez d'autres personnages, Belkacem Radjef. Bon, alors là, on parlait de Kabyle, on est en plein dedans. Alors, ce qui est intéressant avec Belkacem Radjef, c'est que il va être l'incarnation, pas tout seul, mais il va être l'une des incarnations avec Sid Jilani de l'ambiguïté du positionnement vis-à-vis des Allemands en 1940 et des mouvements collaborationnistes à cette époque. Pourquoi? Parce que la question se pose, ces mouvements finalement qui détestent la France, ces mouvements d'occupation comme sont les Allemands, est-ce que ces mouvements d'occupation ne pourraient pas amener à une libération de l'Algérie? Et ça a été une question au sein des troupes de l'étoile nord-africaine, parce que eh bien, d'autres mouvements nationalistes se sont posés la même question. N'oubliez pas que les Irlandais n'ont pas hésité à s'allier avec le Kaiser le 24 avril 1916 pour recevoir des armes directement d'Allemagne, de telle manière à se défaire du joug des Anglais. Donc cette idée de mon ennemi et tout ça, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, bah, ça a été une des questions qui a été soulevée par l'étoile nord-africaine. Belkacem Radjef en est une des illustrations, pas tout seul, puisque son comparse du même village, alors ne me demandez pas de dire le nom du village, mais Larba Nat Iraten,
peut-être, dans la wilaya de Tizi Ouzou en tout cas, son comparse du même village, Sid Jilani, lui est allé encore plus loin puisqu'il a été membre du Rassemblement National Populaire, parti collaborationniste fondé par Doriot. Donc autant vous dire que lui, il a poussé la logique jusqu'au bout. Alors cela dit, je dis ça, mais Belkacem Radjef avait quand même ouvert une radio en Kabyle à Paris sur demande allemande. Donc autant vous dire que ces deux-là ont eu un caractère, ont été particulièrement adaptables. Voilà. En même temps, pour faire triompher leur pensée indépendantiste, bah, peut-être que tout était bon pour réussir à obtenir une nation algérienne indépendante. Vous me direz, les méthodes françaises de colonisation de l'Algérie n'ont rien à envier aux méthodes allemandes durant la Deuxième Guerre mondiale. Je signe et je persiste. D'accord. Donc, Belkacem Radjef et Sid Jilani, ce sont des cadres qui sont nés dans le giron de l'étoile nord-africaine. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Pensez à Amarimash. Amarimash, pareil. Kabyle aussi, désolé, hein, je suis obligé de souligner, il y a quand même une forte coloration kabyle dans l'étoile nord-africaine, même si leur chef était de Tlemcen. Amarimash, qui va être un des cadres de l'étoile nord-africaine. Il va même rejoindre Farhat Abbas pendant un peu plus de 3 ans. Et donc, il va être un des responsables du nationalisme algérien, à n'en pas douter, qui va perdurer le plus longtemps, hein, car finalement, Amarimash sera passé par plusieurs mouvements, même s'il décède avant l'indépendance de l'Algérie. En tout cas, mes amis, en tout cas, l'étoile nord-africaine, on peut en dire ce qu'on veut. Mais ça a été un des grands mouvements du nationalisme algérien. Donc quand je dis que cette année, en 2026, pardon, eh bien, nous fêtons les 100 ans du nationalisme algérien, il y a peut-être quelque chose de vrai. Et notamment d'une école de cadres qui va permettre de sécréter au sein de la nation algérienne un indépendantisme, un nationalisme avec une forte coloration sociale que l'on retrouvera dans le FLN. Hein. Il n'y a pas eu de nationalisme de droite, si je puis dire, en Algérie. On avait un nationalisme, peut-être à cause de la guerre froide, peut-être à cause de la proximité avec le Parti communiste, mais on avait un nationalisme qui est un nationalisme social. Eh bien, tout ça, peut-être que ça va bien. Ça vient peut-être bien de l'étoile nord-africaine, mes amis. Et donc, il me semble que c'est un sujet particulièrement important. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites savoir ce qu'est l'étoile nord-africaine à ces milliers, voire dizaines de milliers d'Algériens qui peuvent encore ignorer ce que c'est, même si, on le sait, la tradition algérienne est plutôt une tradition de diffusion de la pensée des aïeux. Et donc, ce traditionnalisme permet de conserver la mémoire. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo, mes amis. Et si vous avez un moment, vous pouvez aller encore plus loin, aller en dessous de cette vidéo, cliquez sur le petit pouce, cliquez également sur laisser un commentaire et vous me laissez un gentil commentaire. Vous me dites ce que vous pensez aussi de ce nouveau format qui parle d'histoire. Et je fais relativement peu cela, même si c'est une de mes passions. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, mes amis. Et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.